Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être venus. Pour ma part, donc, j'étais commandant de police, donc c'est à ce titre que j'ai commencé à écrire des romans policiers dans lesquels la police scientifique tenait la part belle. Dans mes romans, petit à petit, j'ai fait en sorte qu'il y ait deux lignes narratrices, une ligne qui voit un enquêteur de nos jours investiguer en utilisant tous les rouages de la police scientifique, et une ligne narratrice où on voit évoluer dans l'histoire de notre région un personnage. Ça peut être le XIIIe siècle, comme les larmes de Maguelone, ça peut être le XIVe, XVe, jusqu'au XVIIIe siècle. En fait, l'histoire contemporaine m'intéresse moins, je préfère me consacrer ou à la période médiévale ou à la Renaissance. Et pour la première fois, avec ce roman, j'ai écrit un roman qui se situe entièrement dans l'histoire, autour de Guillaume Pélissier. Pourquoi Guillaume Pélissier? C'est que tout simplement, en discutant avec un lecteur, on m'a dit vous devriez travailler ou lire l'ouvrage de Louise Guiraud, qui est une historienne montpelliéraine et qui est morte en 1918, mais qui a consacré beaucoup de son temps et de son énergie à des ouvrages sur Montpellier. J'ai donc lu celui intitulé « Le procès de Guillaume Pélissier » et j'ai été assis. Il y avait tous les ingrédients pour un roman. Ce qui veut dire que dans mon roman, je n'ai pratiquement rien inventé. Toutes les incriminations, c'est-à-dire tous les reproches qui ont été faits à Guillaume Pélissier, toutes les hypocrisies, toutes les roueries, toutes les combines qui ont été faites contre lui, on les retrouve dans l'ouvrage de Louise Guiraud. Je n'ai pas dû les inventer. La seule chose que j'ai inventée pour rendre le procès plus fluide et moins lourd qu'un procès, c'est un héros qui est un jeune clerc de notaire, que j'ai fait vivre donc un clerc de notaire au XVIIe siècle à Montpellier. Alors pas un notaire pontifical, pas un notaire seigneurial, mais un notaire royal. C'était le début des notaires royaux tels que François Ier les avait institués. Voilà. Donc il n'y a que ce personnage qui relève de mon imagination. Et d'ailleurs, et pour répondre à une demande de certains lecteurs, souvent les lecteurs me disent « les romans historiques, c'est embêtant parce qu'on ne sait plus après ce qui est vrai et ce qui relève de l'imagination de l'auteur. » Donc moi, à la fin de mon roman, j'ai mis ce qui est vrai et ce qui est faux. Et en fait, j'ai pu aisément le faire parce que tout est vrai. Donc, nous allons plonger dans l'histoire de Montpellier. 1551. Auparavant, on va situer 1551, la Renaissance, 1551, le début de l'essor du protestantisme à Montpellier. 1551, c'est Henri II qui règne dans le royaume de France. Guillaume Pélissier. Guillaume Pélissier est né en 1498, 1499. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, comme c'est bien souvent le cas. Il est né à Moguiot, donc c'est quelqu'un du cru, Moguiot, c'est-à-dire un Melgueil. C'est le fils d'un viguier. Un viguier, c'est une sorte de juge qui rendait la justice au nom du roi. Et il a un frère qui va jouer un rôle dans le procès et 5 sœurs. Guillaume Pélissier, également, avait un oncle qui s'appelait également Guillaume Pélissier, que je qualifierais donc de Guillaume Pélissier l'ancien par rapport à Guillaume Pélissier le jeune, avait un oncle qui était évêque de Maguelone, marquis de la Macquerose, baron de Sauve. 1498, naissance de Guillaume Pélissier, licencié en décret, licencié en droit canon, prêtre séculier et non pas régulier, on verra plus tard. À 28 ans, son oncle résigne en sa faveur son évêché. Et comme quoi, la Vallée, on n'attend pas le nombre des années. À 28 ans, Guillaume Pélissier est donc intronisé comme évêque de Maguelone. Évêque de Maguelone, dont il va avoir toutes les prérogatives, sauf une, c'est que son oncle ne lui a pas laissé le titre de comte de Maguelone. Simplement, marquis de la Marquerose, baron de Sauve. Pourquoi? Parce que c'était sa façon à lui de garder un peu d'argent jusqu'à sa mort, qui surviendra une vingtaine d'années après l'accession à l'épiscopat de Guillaume Pélissier. Guillaume Pélissier, 28 ans, François Ier vient une première fois à Montpellier, puis une deuxième fois,
et apprécie cet homme qui était un brillant érudit, qui était un contemporain de Rabelais, de Nostradamus, à telle enseigne que François Ier va nommer Guillaume Pélissier ambassadeur à Venise. Ambassadeur à Venise, quand on vient imaginer Maguelone au XVIe siècle, au milieu des moustiques et des marais, le changement est rude. On se retrouve en pleine Renaissance à Venise, ce qui va un petit peu causer la perte de Guillaume Pélissier, parce que quand il va revenir, après qu'il ne soit plus ambassadeur, après le décès de François Ier, sous le règne de Henri II, il va reprendre ses activités, mais il va ramener avec lui, là aussi les historiens ne sont pas toujours d'accord, sa femme et ses 5 enfants. Ce qui pour un évêque, évidemment, est quelque peu ennuyeux. Mais Guillaume Pélissier, quand il est parti à Venise, a dû confier la gestion de son évêché, gestion temporelle et séculière, à 2 personnes. La première, c'était son beau-frère, en pensant que son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur Pierre. Pierre étant à l'époque un prénom épicène, c'est-à-dire qui peut s'adapter à un homme ou une femme, il lui avait confié la gestion temporelle et la gestion ecclésiastique à un chanoine de sa connaissance. Quand Guillaume Pélissier revient, il commence par se rendre compte que la gestion était plus que délétère et il supprime Guillaume Capréry, son beau-frère, il lui supprime son poste. Du jour au lendemain, ce dernier, qui avait pignon sur rue, on pourrait dire de nos jours, se retrouve privé de tout revenu, il s'en fait un ennemi. Guillaume Pélissier est également connu pour avoir, en 1536, il est surtout connu pour ça, assuré la translation de l'évêché de Maguelone à Montpellier. Et ça va lui valoir beaucoup d'ennemis. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a pu obtenir cette translation avec l'accord de François Ier et avec l'accord du pape. Mais cette translation n'a pas fait que des heureux. Tous les membres du chapitre, tous les chanoines membres du chapitre de Maguelone ont été recasés en quelque sorte à Montpellier et on leur a donné les avantages qu'ils avaient à Maguelone. Mais tous n'ont pas été d'accord. D'abord parce que le passage de l'évêché de Maguelone à Montpellier a fait que le clergé est passé du clergé régulier à un clergé séculier. Un clergé régulier, c'est celui qui obéit à des règles, comme les ordres érémitiques, comme les dominicains, les franciscains, alors que le clergé séculier, c'est celui qui est inscrit dans le siècle, qui obéit aux règles du siècle dans lequel il se trouve. Un exemple, les curés de nos paroisses de nos jours sont membres du clergé séculier. S'ils décèdent, leur héritage obéit aux lois de la République en vigueur au moment de leur décès. Alors que le clergé régulier faisait don de tous ses biens, et c'était important, faisait don de tous ses biens à partir du moment où ils embrassaient les règles de l'ordre à laquelle ils appartenaient. Et un de ces chanoines, Jean de Lozelergue, va jouer un rôle important dans le procès qui va être intenté à Guillaume Pélissier. Il était chanoine et il pensait que le poste d'évêque lui était dû. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, on distingue 3 grandes périodes en ce qui concerne la dévolution ou l'attribution des biens ecclésiastiques, notamment des charges. Évêque, prieuré, abbaye. Jusqu'à à peu près en 1515, il était de tradition que les chanoines du chapitre se réunissent et désignent à leur tête le plus méritant d'entre eux. À partir de 1516, ça a été supprimé. De 1516 jusqu'à 1585, les biens, les titres étaient vendus au plus offrant. Donc c'est à bon droit que Guillaume Pélissier, l'ancien, avait vendu ou résigné ou cédé sa charge à son neveu. Mais ça n'a pas fait l'affaire de Jean de Lozelergue, qui d'un premier temps a essayé de faire élire un autre évêque. L'affaire a fait long feu. Et d'un deuxième temps a intenté un procès contre l'évêque Guillaume Pélissier pour
crime ordinaire. Crime ordinaire, en 1549, rien que de très ordinaire pour un évêque d'avoir une femme et que 5 enfants. Mais toujours est-il que l'affaire est allée jusqu'au Parlement et elle a été condamnée. Mais l'affaire a été cassée par le conseil privé du roi Henri II. Pourquoi? N'oubliez pas, nous sommes au début des guerres des religions. Les gens de la religion dite réformée, en d'autres termes les protestants, pointent du doigt la débauche de l'Église. Laisser condamner un évêque, et vraisemblablement ça n'allait pas être le seul, revenait à leur donner satisfaction et quelque part à accréditer leur mécontentement. Donc le roi, entre autres, pour cette raison, a cassé le jugement et a annulé tous les procès intentés contre tous les ecclésiastiques du royaume de France pour ce motif de crime ordinaire, de crime de chair. Voilà donc une première affaire qui, lorsque Guillaume Pélissier revient prendre possession de sa charge, le met à mal. Mais l'affaire étant réglée, on passe à autre chose. En 1550, Guillaume Pélissier est gravement malade. 2 ans après avoir été condamné et son affaire ayant été réglée par le conseil privé du roi, il est gravement malade, à telle enseigne qu'on pense qu'il va mourir. Et c'est là qu'entre en jeu un personnage important qui va jouer un rôle déterminant dans le procès au sens large, depuis la mise en mouvement de l'action publique, on va dire le début de l'enquête jusqu'à son issue, va rentrer en scène un personnage important qui est Honorat de Savoie, comte de Villars, lieutenant général du roi dans le royaume et notamment dans l'Occitanie. Cet homme est appelé le grand bâtard de Savoie parce que c'est un bâtard de la famille de Savoie. C'est quelqu'un de très imbu de sa personne, c'est quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un d'avide. C'est quelqu'un qui règne ici, et c'est quelqu'un surtout qui a épousé la fille d'Anne de Montmorency, qui est connétable de France, on peut dire le numéro 1 auprès du roi à Paris. C'est d'ailleurs à lui qu'il doit son poste de lieutenant général du roi dans le Languedoc. Et anticipant déjà le décès de Guillaume Pélissier, qui était à l'article de la mort, il avait déjà pratiquement vendu son évêché. Manque de chance, il n'est pas mort. Il n'a pas fait du tout l'affaire d'Honorat du comte de Villars, ça n'a pas du tout fait son affaire. Il va essayer d'acheter la charge de Guillaume Pélissier, qui refusera. Le comte de Villars va entrer dans une colère folle. Il n'admet pas qu'un petit évêque de province, alors que lui est le beau-frère de Anne de Montmorency, connétable de France, le premier personnage du royaume après le roi, il n'admet pas qu'on puisse lui résister. Il va donc essayer par tous les moyens de le contraindre, puisqu'il ne peut pas en hériter, il n'est pas mort, puisque Guillaume Pélissier ne veut pas lui vendre sa charge, mais il faut faire en sorte de la lui rendre, de la lui prendre et de le rendre indigne de la charge qu'il occupe. Pour ça, il va fomenter toute une série d'intrigues, de cabales, de conjurations. Il va arriver à persuader, non pas le roi auquel il n'a pas accès, mais il va arriver à persuader Anne de Montmorency, qui lui voit le roi tous les jours, et auquel le lie d'étranges sentiments que les historiens ne s'appliquent pas, puisque Henri II est vraiment à l'écoute au quotidien de son connétable. Il va arriver à le persuader d'obtenir du roi une commission pour l'arrêter. Pour quel motif? Les crimes ordinaires, crimes de chair, ayant été écartés par le roi, on ne peut décemment revenir là-dessus. Donc, on va viser un crime extraordinaire. Entendez par là le crime de lèse-majesté. Lèse-majesté, c'est essentiellement le fait d'entretenir avec l'ennemi du royaume des intelligences. On appellerait de l'espionnage politique, économique de nos jours. Et il parvient à ses fins en obtenant du roi une commission pour arrêter et faire juger Guillaume Pélissier. Une fois que cette commission est obtenue, on nomme
un commissaire royal par lettre patente, un Montpellierin d'ailleurs, qui s'appelle François Barthélemy, qui est maître des requêtes auprès du Parlement de Toulouse. Par Parlement, ne pensez pas comme chez nous, un Parlement qui fait les lois, mais un Parlement, c'était une juridiction de jugement. Ce dernier a été choisi en fait non pas par Anne de Montmorency, le connétable qui est à Paris auprès du roi, mais tout simplement par le comte de Villars, lieutenant général du roi dans notre province du Languedoc. Il a été choisi parce que d'entrée de jeu, il a compris qu'il ferait ce qu'on lui demandait, à savoir trouver des raisons pour accuser Guillaume Pélissier et le déposséder de sa charge. Il faut dire que le crime de lèse-majesté, si vous en étiez convaincu, avait plusieurs avantages. La première, c'est que vous n'aviez pas droit à un avocat tout le long du procès. Donc vous n'avez pas accès au dossier. Vous ne savez pas ce qu'on vous reproche. Le deuxième, c'est que si vous étiez convaincu de crime de lèse-majesté, on vous saisissait tous vos biens. D'où l'avantage pour Honorat de Savoie. Et donc, par lettre patente du roi, ce commissaire royal est saisi du dossier et arrive à Montpellier. Il arrive à Montpellier en 1550 et, à la tête d'une petite troupe, on se rend au château du Terral, à Saint-Jean-de-Védas, château du Terral, où siégeait, c'était la résidence de Guillaume Pélissier. Château de Terral, on se saisit de la personne de Guillaume Pélissier, évêque de Montpellier, baron de Sauve. On s'en saisit et on le ramène à Montpellier, sans autre forme de procès, sans lui laisser le temps, dit-il, de prendre ses habits, de s'équiper, etc. On l'amène à Montpellier et on le présente à Honoré de Savoie, le lieutenant général. Le lieutenant général lui dit, voilà, vous avez le choix. Ou on vous amène directement auprès de la cour du roi, où vous serez emprisonné, et à l'époque c'était une cour itinérante, donc vous étiez emprisonné dans la forteresse la plus proche de l'endroit où se trouvait le roi, ou alors on vous amène à la petite force à Montpellier, où vous serez emprisonné. Guillaume Pélissier, c'est quand même un ambassadeur, habitué à traiter, qui avait des connaissances. Première chose qu'il dit, il dit, mais montrez-moi la commission royale qui prescrit mon arrestation. Elle n'était pas encore arrivée. Le commissaire royal balaye ça d'un geste de la main, peu importe, le roi a donné son accord, vous êtes arrêté. Choisissez. Guillaume Pélissier dit, mais moi je choisis de rester sur place au château du Terral. Fou de rage, l'intendant Honorat de Savoie décide que, puisqu'il ne veut pas choisir, eh bien on va le faire emprisonner à la forteresse de Beaucaire, qui appartient en fait à Anne de Montmorency. Et sans tambour ni trompette, à cheval sur un âne, sans avoir eu le temps de prendre ses vêtements, imaginez un évêque à l'époque, devant la foule, puisque le tocsin a été sonné, devant la foule des Montpelliérains, Guillaume Pélissier est amené en prison. Imaginez un petit peu la stupeur, je la décris dans mon roman, quand un évêque comme ça est amené en prison. Que se passe-t-il ensuite? Le commissaire royal comprend bien qu'il a affaire à forte partie. François Barthélemy va donc essayer de s'entourer de gens qui ont des griefs contre Guillaume Pélissier pour pouvoir intenter un procès et réunir des preuves qui sont de nature à emporter la conviction d'un Parlement. On ne sait pas encore si l'affaire sera étudiée par le Parlement de Toulouse ou par le Parlement de Paris, mais il faut des éléments de preuve. La première des choses, François Barthélemy, assisté de Jean de Lozergue. Jean de Lozergue, c'était ce chanoine qu'il avait dénoncé déjà pour crime de chair, retourne au château du Terral. Alors, François Barthélemy, il avait une commission royale. Jean de Lozergue, il était chargé par Honoré de Savoie, le grand bâtard de Savoie, de mettre les biens sous séquestre. Ils vont sur place, et l'histoire nous apprend qu'ils se sont livrés à un véritable pillage en règle. Ont été pillés tous les biens meubles, tous les vêtements, toute la vaisselle.
Guillaume Pélissier possédait, et c'était rare à l'époque, une imprimerie. C'était un tort qu'on lui a reproché parce que pour posséder une imprimerie, il fallait une autorisation spéciale. Pourquoi? Parce qu'on était au début de la réforme, les gens dits réformés, et on s'était rendu compte que les protestants arrivaient à faire passer leur message en utilisant l'imprimerie. Donc il avait été décidé que pour posséder une imprimerie, il fallait l'accord du roi, et Guillaume Pélissier ne l'avait pas demandé parce qu'il avait l'autorisation déjà depuis François Ier. Donc on va piller tout, y compris les caractères d'imprimerie qui, fondus, servent à faire des plombs pour des boulets, etc. On va même voler toutes les bouteilles de sa cave. On va presser de questions, de façon polie, deux serviteurs. Un majordome, à qui on va demander où se cache le trésor de Guillaume Pélissier. Et effectivement, ce majordome, même si au début il dit « Ah ben non, il n'a pas de trésor », au bout d'un moment, oui, effectivement, il avoue aisément qu'il y a un trésor, mais il ne peut pas dire où il est, parce qu'il n'a jamais vu. Donc on va même casser des pans entiers du bâtiment, du château, du terrail. Il faut savoir que l'acte d'accusation reposait sur 4 chefs d'accusation. On reprend les crimes ordinaires, parce que le procès avait été cassé, mais remis, on va dire, au calendrier grec. On reprend surtout, on invente surtout, un acte d'accusation qui est le péculat. Péculat, c'est-à-dire l'enrichissement avec les deniers de l'État. On reproche, en clair, à Guillaume Pélissier de s'être enrichi grâce à l'argent que François Ier lui avait donné quand il était ambassadeur à Venise. Le troisième chef d'accusation, important, surtout pour un évêque, c'est qu'on va l'accuser de complaisance envers les hérétiques, en d'autres termes, ceux de la religion prétendument réformée. Le quatrième, c'est le crime de lèse-majesté, c'est-à-dire l'intelligence avec l'ennemi. Et un petit cinquième qui sera abandonné, c'est le népotisme. Il va être abandonné rapidement parce que c'était la pratique courante que de favoriser ses proches, enfants, etc. Donc ce népotisme sera plus ou moins abandonné. Malgré la fouille attentive du bâtiment, on ne trouve pas de trésor et on ne trouve aucune lettre compromettante qui expliquerait, qui justifierait, qui prouverait que Guillaume Pélissier avait entretenu des liens de correspondance avec l'ennemi. L'ennemi, c'était l'Espagne, par exemple, de Philippe II. On ne trouve rien. Guillaume Pélissier, pendant ce temps, est transféré au château de Beaucaire. Et Jean de Lozergue, ce chanoine qui avait intenté le procès contre lui pour crime ordinaire, lui s'installe carrément à sa place au château du Terral. Le commissaire royal comprend que l'affaire va durer et donc fait appel, si vous voulez, à des gens de bonne volonté pour essayer de prouver tous les chefs d'accusation. Et il va être rejoint en cela par diverses personnes. Le premier, ça va être Guillaume Caprery, qui est le propre beau-frère. Je vous expliquais qu'au retour de Venise, Guillaume Caprery, qui s'était livré qui avait pillé le bien qu'il était chargé de gérer, avait été démis de ses fonctions. Il n'avait donc plus aucun titre, ni aucun moyen de subsistance. Donc il fut le premier à se rapprocher du commissaire royal pour dire « mais moi je peux vous en dire des choses ». Il faut savoir que être près du commissaire royal, c'était s'attirer les faveurs de son intendant général, qui lui-même était le beau-frère d'Anne de Montmorency, le numéro 1 du royaume après le roi. Donc c'était porteur. Quand on voulait obtenir quelque chose, il valait mieux être du côté du Manche que de l'autre côté, mais ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Donc Guillaume Caprery, le frère, le beau-frère, est le premier à dire « moi je peux témoigner ». Mais vous pouvez témoigner de quoi? De tout. Le deuxième, qui va jouer un rôle également important, ça va être Jacques de Forcia. C'est un membre de la Cour des comptes que l'historienne Louise Guiraud décrit comme quelqu'un avide d'argent, comme tricheur, comme escroc. Il est membre de la Cour des comptes. Et lui, il va effectivement
apporté de l'eau au moulin du commissaire royal pour accuser Guillaume Pélissier, qu'effectivement, il profite de l'argent qui est donné à l'Église pour ses affaires personnelles, qu'il a de l'argent caché, donc il apporte de l'eau au moulin de l'acquisition. Et ce n'est pas suffisant, il va y avoir une autre personne qui va s'appeler François Impérat, qui est le seigneur de la Colombière, qui lui aussi va apporter de l'eau au moulin de l'accusation en disant « mais moi je peux témoigner que Guillaume Pélissier disait du mal du roi et de la maîtresse qu'il avait, que Guillaume Pélissier faisait tout pour entretenir une intelligence avec l'ennemi. » Donc, fort de tous ces témoignages, François Barthélemy va commencer à interroger Guillaume Pélissier dans la prison de Beaucaire. Il faut savoir qu'on lui avait interdit de recevoir du courrier, d'écrire du courrier et de recevoir des visites. En fait, on l'avait mis au secret et pour rendre la chose plus difficile, on lui avait imposé dans sa cellule, dans sa chambre du château, la présence permanente d'un serviteur. Un serviteur ignare, mais qui était là pour lui rappeler qu'il était quand même prisonnier. On va commencer donc le procès. Ce commissaire royal jouait le rôle un peu d'un juge d'instruction avec des pouvoirs particuliers, une compétence nationale, et donc il va faire comparaître devant lui tous les gens. Il va les mettre en confrontation même avec Guillaume Pélissier. Dans un premier temps, on fait comparaître le majordome du château du Terral qui avait dit, sous la pression, qu'effectivement, Guillaume Pélissier cachait de l'argent qui n'avait pas été trouvé. La première chose que fait Guillaume Pélissier, quand il comparaît devant le commissaire royal, à Beaucaire, c'est de dire « Vous m'avez dit qu'il y avait une commission royale pour m'arrêter, vous ne me l'avez pas montré, montrez-la moi. » On la lui présente, et là il se rend compte qu'il a été arrêté avant que l'ordre n'en soit donné par le roi. De nos jours, si on arrête quelqu'un avant qu'un juge d'instruction signe le mandat d'arrêt, c'est un cas de nullité sur la forme. Évidemment, François Barthélemy n'avait pas réalisé. Il est un peu gêné parce que c'est quand même un juriste, mais il balaye l'argumentation d'un revers de la main, ne doutant pas qu'il va s'en plaindre au comte de Villars, qui lui-même demandera à Anne de Montmorency, qui obtiendra du roi un autre ordre d'arrestation, et il somme Guillaume Pélissier de s'expliquer. Guillaume Pélissier, donc il comparait devant son majordome, il dit « Je ne vois pas à quel titre mon majordome serait dans la confidence d'un trésor que j'aurais caché. L'avez-vous trouvé ?» Évidemment, on ne l'avait pas trouvé. Deuxième confrontation, ça va être un de ses neveux. Un de ses neveux qui lui aussi, pressé de questions, de façon polie pour dire légèrement bousculé, son neveu va revenir spectaculairement sur sa déclaration lorsqu'il y aura la confrontation. Il va se mettre à pleurer et va dire ben oui, effectivement, je reconnais, j'ai menti, c'est sous la pression, et il demande le pardon de son oncle, qui le lui accorde immédiatement. Il est d'ailleurs arrêté tout de suite, puisqu'il a menti. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont soutenir mordicus l'accusation et la confrontation. C'est ceux dont je vous ai donné un nom, Jean de Lozergue, par exemple, qui voulait être évêque à la place de l'évêque, qui va maintenir que Guillaume Pélissier a abandonné Maguelone, qui va maintenir que Guillaume Pélissier a gardé par devers lui les dons et les legs qui étaient faits pour l'Église, qui va maintenir, sans aucune preuve, qu'il entretient des intelligences avec l'ennemi. Il va y avoir également Jacques de Forcia, toujours pareil, Jacques de Forcia, lui, il en voulait à Guillaume Pélissier parce qu'il s'était opposé à ce qu'il devienne trésorier du chapitre cathédral. Trésorier, vous comprenez, il manipulait l'argent, et comme il était connu pour être un homme d'affaires véreux, Guillaume Pélissier lui avait retiré sa charge. Il s'en était fait un ennemi permanent. Quant au dernier,
François Impérat, le seigneur de la Colombière, lui aussi, il va soutenir Mordicus, qu'il a entendu régulièrement Guillaume Pélissier médire sur le roi. Le procès, là je vous en parle rapidement, va durer 6 ans. 6 ans pendant lesquels Guillaume Pélissier va rester à la forteresse. Guillaume Pélissier va se plaindre. Guillaume Pélissier va se plaindre tout d'abord à la femme du roi, Catherine de Médicis, qu'il avait connue lorsqu'elle s'était mariée. Il avait assisté au mariage de loin. Et donc il va lui écrire, et d'ailleurs ça allait être un morceau d'anthologie, elle se trouve aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. On le voit se plaindre en réclamant de quoi lire, des serviteurs, un majordome, un sommelier, et puis des vêtements dignes de lui. Mais Guillaume Pélissier, c'est un ancien ambassadeur, il avait également des amis. Guillaume Pélissier avait des amis, notamment parmi le petit clergé. Pas le clergé haut placé, mais le clergé de nos communes. Et la sœur de Guillaume Pélissier, qui n'était pas du tout d'accord avec son mari, a réussi, avec l'aide de son frère, a réussi à faire une pétition signée par plus d'une centaine de prêtres de communes qui est envoyée au roi pour essayer de plaider en la faveur de Guillaume Pélissier. Évidemment, tout le monde était un peu inquiet, puisque cette pétition, elle arrive dans les bras automatiquement d'Anne de Montmorency. Donc, est-ce que vraiment elle va porter ses fruits? D'autres évêques du royaume de France qui connaissaient Guillaume Pélissier, dont le cardinal du Bellay, vont essayer d'intervenir directement auprès du pape pour que le pape demande la clémence pour son évêque. Mais le pape ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les relations entre la papauté et le royaume de France étaient tendues. Et le pape n'a pas vu pourquoi il allait intercéder en faveur d'un de ses évêques dont il savait pertinemment, dont il connaissait pertinemment l'inconduite. Donc non seulement le pape n'est pas intervenu, mais il a même donné l'ordre aux nonces qu'il représentait dans le royaume de France de ne pas intervenir. Malgré tout, et malgré le fait que le commissaire royal a réussi à faire durer l'incarcération de Guillaume de Pélissier pendant pratiquement 6 ans, il est arrivé un moment où le roi a ordonné non pas l'élargissement de Guillaume Pélissier, mais son transfert auprès de lui à Paris. Il faut dire que le commissaire royal avait tout intérêt à ce que Guillaume Pélissier reste longtemps en prison, parce que ça devrait nous inspirer. Tous les frais de nourriture, de gardiennage étaient à sa charge. Et vous vous doutez bien que quand ça lui coûtait, je veux dire, 1 euro, il en réclamait 10. Et donc 6 ans à se servir, profiter de l'incarcération de Guillaume Pélissier, ça l'avait enrichi. Mais les meilleures choses ayant une fin, suite à l'intervention de Catherine de Médicis, enfin, Guillaume Pélissier obtient ce que le roi lui avait proposé au départ, à savoir de se retrouver incarcéré, mais auprès de la cour. Effectivement, là, ça va changer. Il reste toujours incarcéré, mais il a espoir, sa sœur aussi, son frère aussi, il a espoir de rencontrer le roi et de pouvoir plaider sa cause. Mais le roi n'a pas voulu le recevoir, l'a ignoré. 6 ans après, Guillaume Pélissier, le commissaire royal, a pratiquement terminé son instruction et il est temps de faire passer l'affaire devant une juridiction de jugement. Il fait le bilan. Les faits de péculat, c'est-à-dire d'enrichissement personnel, n'ont pas pu être prouvés. Non seulement ils n'ont pas pu être prouvés, mais Guillaume Pélissier a pu prouver que quand il représentait François Ier en Italie, non seulement il n'avait pas assez d'argent, mais qu'il avait été obligé de faire un emprunt auprès de 2 banquiers italiens qui ont attesté l'emprunt. Or, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent n'a pas besoin de faire des emprunts. Le crime de lèse-majesté, on n'a trouvé aucun document qui puisse l'attester. Quand on lui reprochait d'avoir des relations avec telle ou telle puissance,
Guillaume Pélissier rappelait qu'il avait été ambassadeur, que c'était qu'à ce titre qu'il connaissait pas mal de gens, mais que ce n'était pas pour autant qu'il pactisait avec l'ennemi. En ce qui concerne la complaisance qu'il aurait avec ceux de la religion dite réformée, il dit attendez, c'est pas sérieux. Comment le roi peut-il me reprocher de pactiser avec l'ennemi alors que 2 ans avant mon arrestation, il m'a envoyé à Bologne pour soutenir l'Église catholique. Il ne peut pas le lundi dire que je pactise avec l'ennemi alors que le samedi j'ai représenté le royaume de France, etc. Il faut vous dire que pour étayer cette accusation, le commissaire royal n'avait pas hésité à faire sortir de la prison de la Petite Force de Montpellier 2 protestants en leur promettant la liberté s'ils venaient témoigner que l'évêque entretenait des relations avec eux. Pour sortir, évidemment, les 2 prisonniers ont dit effectivement, oui, on entretient des lettres qu'on n'a pas pu trouver, on entretient des relations, effectivement, l'évêque penche de notre côté. Mais c'était des paroles, il n'y avait aucun écrit. Donc, le procès de crime ordinaire de chair, Guillaume Pélissier avait dit, moi je ne veux pas je vais être jugé par mes pairs, l'affaire a été cassée par le roi, on n'en parle pas. Le procès de péculat, on ne peut pas le prouver. On n'a pas pu trouver de preuves d'intelligence avec l'ennemi, aucun écrit. Complaisance envers ceux de la religion réformée pour un évêque, c'était le pire qu'on pouvait lui infliger. Ça n'a pas pu être prouvé. Le commissaire royal est très inquiet. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 ans, il s'était enrichi. Tout le monde avait pillé le château du Terral. Celui qui était chargé de mettre sous séquestre les biens en avait mis le minimum possible. Le commissaire royal, entre-temps, qui était maître des requêtes au Parlement de Toulouse, était passé maître des requêtes de la maison du dauphin de France. Donc il avait pris du galon. Il avait obtenu, parce qu'il avait l'appui d'Anne de Montmorency, le connétable, que son fils puisse lui succéder, au terme d'un procès d'ailleurs. Et donc pour lui, il était impensable de perdre. Mais il n'avait qu'une peur. C'était quand même un juriste. Il se rendait compte que parmi les preuves en sa faveur, il n'y en avait aucune qui soit susceptible d'emporter la conviction d'un Parlement qui, même s'ils étaient sous la tutelle lointaine du roi, était censé juger en fonction de preuves. Et donc, il a peur. Tous ceux qui ont soutenu l'accusation ont peur. Ont peur, si jamais Guillaume Pélissier n'était pas condamné, de devoir rendre tous les biens qu'ils ont déjà dissipés depuis longtemps. Et c'est là que Guillaume Pélissier, dont on se trouve à Paris, a une idée. Il se dit, il ne faut pas que le procès soit évoqué par le Parlement de Paris, puisque là Guillaume Pélissier était à Paris, il faut qu'il soit évoqué par le conseil privé du roi. Le conseil privé du roi, c'était lui qui, au départ, a permis de le mettre en accusation et a obtenu du roi l'ordre d'arrestation. Il faut donc que ce soit impérativement le conseil du roi qui regarde le dossier. Mais il n'en était pas sûr. Il n'était pas sûr d'obtenir gain de cause. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là que, franchement, l'actualité parfois dépasse l'imagination. Il a l'idée d'écrire 2 lettres. La première, il va écrire une lettre à M. d'Urfé, qui était gouverneur des enfants de France, quelqu'un de haut placé près de Sa Majesté, dans lequel il va lui dire il faut que ce soit le conseil privé du roi qui s'occupe du dossier, et je vous demande de prendre un tel comme rapporteur. Il n'hésite pas à lui dire il est de notre côté, alors qu'il n'avait même pas vu le dossier. Et il écrit une 2e lettre à un cardinal, le cardinal de Lorraine. Le cardinal de Lorraine, il siégeait au Grand Conseil du roi. C'était non seulement un ecclésiastique de haut rang, mais c'était aussi un guerrier, très apprécié du roi, et dont l'influence au conseil privé du roi était importante. Et donc il n'avait qu'une peur quand même, c'est que ce cardinal, par esprit de solidarité, soutienne
l'évêque de Maguelone. Il lui écrit en lui rappelant qu'il aurait tort de soutenir quelqu'un qui est accusé de crime ordinaire, c'est-à-dire de crime de chair. Et c'est là que c'est particulier, c'est que ces deux lettres, il va les confier à un serviteur, poche gauche pour M. Durfé, poche droite pour le cardinal. Et vous avez compris ce qui s'est passé. Le chevaucheur qui ne savait pas lire a remis au cardinal de Lorraine le courrier destiné à M. Durfé, dans lequel on lui disait « il faut surtout que l'on prenne comme rapporteur M. Untel parce qu'il est gagné à notre cause ». Donc ce courrier écrit de la main même du commissaire royal prouvait le complot, la conjuration contre le prélat. Qu'allait faire le cardinal de Lorraine? Le cardinal de Lorraine est stupéfait quand il voit ça. Mais va-t-il témoigner haut et fort de la conjuration, du complot intenté contre l'évêque? En fait, il se pose la question, qu'est-ce que j'ai à y gagner? L'évêque de Maguelone, quand même, il avait été accusé de crime de chair, et tout le monde savait que c'était vrai. Donc même s'il était ecclésiastique de rang comme lui, il lui reprochait certaines choses. Et surtout, il avait peur d'entrer en conflit avec Anne de Montmorency, qui était le connétable, et qui avait la voix et l'écoute du roi. Est-ce que ça valait la peine pour lui de monter au créneau pour défendre quelqu'un accusé de crime de chair, risquer d'être mis à mal, pourquoi pas d'être éjecté du conseil privé du roi? Aussi, courageusement, il décide de ne rien faire. Alors, il décide de ne rien faire, dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, quand même, ça le chagrinait. Aussi, officieusement, il va montrer le courrier écrit de la main du commissaire royal à 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 membres du conseil du roi. À telle enseigne qu'au bout d'un moment, tous ont lu le courrier par lequel il était évident qu'il y avait une machination qui était ourdie contre Guillaume Pélissier. À telle enseigne que même s'il n'a pas officiellement présenté ce courrier, le conseil du roi, au bout d'un moment, se déclare incompétent. Il se déclare incompétent dans la mesure où la machination ourdie contre l'évêque de Maguelone est telle qu'on renvoie l'affaire devant le Parlement de Paris. Devant le Parlement de Paris, évidemment, c'est une autre histoire. Un Parlement a une certaine indépendance, mais malgré tout, surtout quand il est à Paris, il y a le roi à proximité, et même le président du Parlement est inquiet, dans la mesure où le conseil privé du roi n'a pas annulé l'ordre d'arrestation, et qu'on lui transmet le dossier, quelque part, ça veut dire que le conseil privé du roi, donc le roi, estime que les faits sont fondés. Mais de l'autre côté, c'est quand même un juriste qui a à cœur de rendre un jugement à partir de preuves écrites. À ce moment-là, dans la mesure où le procès arrive devant le Parlement, Guillaume Pélissier a droit à un avocat. Ça va changer beaucoup de choses. Parce que Guillaume Pélissier a quand même gardé, parmi le haut clergé, il a été ambassadeur, il a quand même gardé des amis, dont le cardinal du Bellay, qui entre-temps avait été représentant du royaume de France auprès du pape, et il a gardé quand même des relations qui, un beau jour, lui disent « Attention, vous savez pourquoi le conseil du roi s'est déclaré incompétent? C'est tout simplement parce que votre commissaire royal a écrit deux lettres qui prouvent sa forfaiture, qui prouvent le complot. » Et donc son avocat va demander au président du tribunal la communication de ces deux lettres. Que va faire le président du tribunal? Il n'a aucun document qui fasse état officiellement de ces deux lettres, que des ouï-dire. Le simple fait de dire « Ah ben oui, tiens, on va essayer de savoir si ces lettres ont existé », c'est en fait leur donner corps. Mais malgré tout, courageusement, le président du tribunal va nommer deux conseillers pour aller interroger le cardinal de Lorraine et lui demander si oui ou non il a bien reçu un courrier stipulant que le commissaire royal demandait à ce que le rapporteur soit monsieur Untel qui était gagné à sa cause avant même qu'il n'ait regardé le procès. Courageusement,
ces 2 conseillers, qui avaient 60 jours pour exécuter leur mission, se firent porter pâle. Aucun n'alla interroger le cardinal de Lorraine. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur d'Anne de Montmorency. Aller à l'encontre de la décision implicite du roi, c'était risquer de perdre sa charge. Les 2 conseillers se firent porter pâle. 60 jours après, mécontentement de l'avocat qui insiste auprès du président du tribunal, lui disant « Attendez, ça ne peut pas aller. Les 2 personnes que vous avez mandatées pour aller entendre le cardinal n'ont pas effectué la mission qu'on leur avait confiée. » Le président en nomme un 3e, qui tout aussi courageusement n'ira pas entendre le cardinal de Lorraine. Nous sommes en 1557, et là il va falloir que le président rende son jugement. Sous la pression de conformité, sur le fait que le conseil privé du roi lui a envoyé le dossier, ça voulait bien dire que le roi estimait les charges suffisamment importantes pour entraîner la condamnation pour crime de lèse-majesté de l'évêque. Mais il n'y avait aucune preuve qu'un juriste pouvait prendre en compte. Non seulement il n'y avait aucune preuve, mais le président du tribunal comprend bien qu'on a arrêté Guillaume Pélissier avant même que le roi ne signe l'acte. Parce que le comte de Savoie n'avait pas demandé à Anne de Montmorency, qui n'avait pas demandé au roi de signer un autre ordre d'arrestation. Qu'allait-il se passer? Selon toute vraisemblance, il allait être condamné. Et c'est là que le divin, en quelque sorte, ainsi que le dit Louise Guiraud, est venu à l'aide de Guillaume Pélissier. 1557, il y a eu une célèbre bataille de Saint-Quentin qui a opposé la France aux armées espagnoles de Philippe II. Les armées françaises étaient commandées par le général en chef, le connétable Anne de Montmorency, qui avait pour subordonner, entre autres, le grand bâtard de Savoie. Ce fut la déconfiture totale pour les armées françaises. La déconfiture totale, on a perdu la bataille. Non seulement on a perdu la bataille, mais Anne de Montmorency a été blessé et fait prisonnier. Le grand bâtard de Savoie a été blessé et fait prisonnier. Du jour au lendemain, le roi qui portait son connétable comme ça, l'a laissé tomber pour un temps. Le président du Parlement de Paris a été conscient tout d'un coup que la pression qu'il avait pour reconnaître coupable Guillaume de Pélissier n'existait pas, et il a rendu une décision par laquelle il annulait toutes les accusations portées indûment contre Guillaume Pélissier. Guillaume Pélissier, au bout de 3 mois, en 1557, a été libre et il est revenu à Montpellier. À Montpellier, les choses avaient bien changé. Ça faisait 6 ans. Il gardait toujours son poste d'évêque de Maguelone. Tant qu'il n'avait pas été condamné, il gardait toujours son poste, mais les choses avaient bien changé. Il n'a pas pu retourner. Alors, Maguelone était détruite. Elle avait été abandonnée depuis 1537, les pierres avaient été volées, il ne restait pas grand-chose. La cathédrale de Montpellier avait été prise d'assaut par les protestants. Notre-Dame des Tables avait été pillée et détruite par les protestants. Guillaume Pélissier, tout en étant évêque, a dû trouver refuge au château de Montferrand. Pas très loin d'ici, le château de Montferrand. Il y est resté, mais déjà, il était malade, et sentant sa fin prochaine, il demanda à revenir à Maguelone. Pourquoi Maguelone? Parce que le château de Montferrand était en bon état, et il savait que les protestants, après avoir attaqué la cathédrale, après avoir attaqué et détruit Notre-Dame des Tables, allaient s'en prendre au château de Montferrand, ce qui s'est passé d'ailleurs, l'histoire nous l'apprend, mais plusieurs dizaines d'années après. Et donc, il a trouvé refuge à Maguelone. Pourquoi Maguelone? Parce qu'elle n'avait plus aucun intérêt. Il n'y avait plus que des pans de murs. Il y va sur place avec un cuisinier et 2 ou 3 hommes d'armes. Il pensait que là, il allait être tranquille. Et effectivement, il a été tranquille. Sentant sa mort prochaine, Guillaume Pélissier a fait venir
un notaire à qui il a fait son testament, que l'on peut trouver aux archives départementales et que je reproduis, notamment pour la partie la plus intéressante dans mon roman. Et là, il va prouver que, contrairement à l'accusation, ce n'était pas un homme qui voulait s'enrichir, puisque tous ses biens, il va les donner aux communes environnantes, à part quelques biens qu'il va donner à ses enfants. Effectivement, il demande, quand il rédige son testament, il ne demande pas au notaire de mettre le nom de ses enfants, il dit « laissez en blanc, je mettrai les noms ». C'est historique. Et donc, Guillaume Pélissier va décéder en 1558. Guillaume Pélissier va décéder en 1558 et on retrouve dans les archives qui se trouvent à Pierre-Vive le fait qu'il a bien voulu être enterré, qu'il a demandé d'être enterré à Maguelone. D'ailleurs, si vous allez à Maguelone, visitez, vous verrez que sur le transept sud à droite, il y a une plaque marquée l'évêque de Maguelone, Guillaume Pélissier. Au XIXe siècle, le propriétaire des lieux, Fabrège, par curiosité, fait enlever la plaque et trouve effectivement le cercueil, un cercueil. Mais il est quand même surpris parce que sur ce cercueil ne vont figurer aucune inscription. En général, un évêque, il y avait une inscription en latin pour indiquer son nom, il y avait la crosse, la mitre, les symboles du pouvoir, et il ne trouve absolument rien. Donc la question qui se pose, on est sûr que Guillaume Pélissier a demandé par écrit à être enterré à Maguelone, on est sûr que sur la dalle qui porte son nom, il y a bien un corps, mais on n'est pas sûr que ce soit celui de Guillaume Pélissier. Alors, là on va revenir de nos jours. De nos jours, on a les moyens de s'assurer, grâce à quelque chose qui m'est plus familier, que j'évoque dans tous mes romans, avec l'ADN, de s'assurer que ce corps-là est bien celui de Guillaume Pélissier. Ce n'est pas aussi évident que ça. Première des choses, il faut extraire de l'ADN du corps. Ça ne pose pas un problème insurmontable, puisque pour les scientifiques, on a tous dans notre corps ce qu'ils appellent le coffre-fort de l'ADN. Vous savez ce que c'est? Les dents. Les dents sont qualifiées par les scientifiques, par les biologistes, du coffre-fort de l'ADN. Après, on a les cheveux qui restent longtemps. À défaut, on peut extraire de l'ADN des ossements, du squelette. On doit pouvoir arriver à extraire de l'ADN. Le véritable problème qui se pose, c'est, pour être sûr qu'il s'agit de Guillaume Pélissier, il faut le comparer à quelque chose dont on sait pertinemment qu'il appartient à Guillaume Pélissier. Le plus simple étant, est-ce qu'on a gardé un vêtement qu'il a porté toute sa vie? On pourrait prélever une empreinte génétique prouvant qu'on n'a rien gardé. Il ne reste plus donc que trouver des enfants. Ces véritables enfants, on ne sait pas où ils sont. Mais par contre, je suis persuadé qu'on doit pouvoir trouver les enfants de sa sœur, de son frère. Si on les recherchait, on pourrait les retrouver. Mais l'affaire n'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir que pour les scientifiques, il y a deux types d'ADN. Le plus courant, celui qui est utilisé au quotidien, c'est l'ADN nucléaire. C'est-à-dire l'ADN qui permet de dire si votre fils c'est vraiment votre fils, si votre frère c'est vraiment votre frère, si votre père c'est vraiment votre père. Si on utilisait cet ADN nucléaire, il n'y aura aucune chance de trouver une solution pertinente. C'est-à-dire, moi j'en ai discuté avec un ami qui est docteur en biologie moléculaire, qui est le directeur de l'école de l'ADN Nadim. Il m'a dit, dans ce cas d'espèce, tout cela, on pourrait prétendre être parents avec Guillaume Pélissier. Donc l'ADN nucléaire n'est pas pertinent pour franchir les siècles. Mais il reste un autre ADN, qui est l'ADN mitochondrial, qui est l'ADN qui est transmis par la femme. Vous savez que tous, on a l'ADN de notre père, l'ADN de notre mère. Et l'ADN mitochondrial qui nous est transmis par la femme peut effectivement permettre de remonter sur plusieurs siècles. Et d'ailleurs, à Montpellier, on en a un exemple. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux il y a quelques mois. On a à Montpellier un préfet qui, au terme de 3 ans de recherche, a réussi à prouver qu'il avait un lien de parenté avec le chevalier de Bayard. Et il a obtenu de la justice, grâce à l'ADN mitochondrial, la possibilité, il est à Montpellier, de faire accoler à son nom la mention de Bayard. Donc on devrait pouvoir
trouvé, grâce à l'ADN mitochondrial, un lien de parenté avec un descendant de Guillaume Pélissier et attesté ainsi que le corps qui se trouve sous la dalle au nom de Guillaume Pélissier est bien celui de Guillaume Pélissier. Mais encore faut-il que quelqu'un qui a autorité le demande. À mon avis, il n'y a que l'Église qui peut le demander. Voilà donc un petit peu, rapidement brossé, toutes les vilainies intentées contre Guillaume Pélissier, que j'ai mis en évidence grâce à une enquête d'un jeune clerc de notaire, pour pas qu'elle soit trop difficile d'accès. Mais tous les faits que je vous ai évoqués relèvent de l'histoire telle qu'elle nous est enseignée par Louise Guiraud. Une petite précision, Louise Guiraud nous dit que Guillaume Pélissier est mort à Maguelone. C'est pour ça que j'ai intitulé mon roman La malédiction de Maguelone, parce qu'en 1536, il a été celui à cause de qui, entre guillemets, Maguelone a été abandonné, et quelque part, Maguelone l'a récupéré pour mourir. Tous les historiens ne sont pas d'accord pour dire qu'il est mort à Maguelone. Certains disent qu'il est mort au château de Montferrand. D'ailleurs, dimanche, j'étais dans le cadre de la journée du patrimoine avec ma femme. On est allé voir une exposition au Mattel. Et là, ils indiquent que Guillaume Pélissier est mort au château de Montferrand. Voilà, donc, de même qu'on ne sait pas s'il est né en 1498, 1499, on ne sait pas si, d'après Louise Guiraud, qui est quand même quelqu'un qui a travaillé, qui s'inscrit en faux contre le fait qu'il soit mort au château de Montferrand, on ne sait pas. Mais par contre, on est sûr qu'il a demandé à être enterré à Maguelone, c'est textuel, on le trouve dans les archives à Pierrevive. Voilà donc un petit peu l'histoire de Guillaume Pélissier. Si vous avez des questions à me poser, et si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Bien, écoutez, alors, oui. « 1550, la peste, je n'ai pas souvenir, non. Par contre, en 1349, il y a eu une grande peste ici, hein, parce que dans un de mes romans, Bacchus Requiem, je parle de la grande peste qui a décimé pratiquement 40% de la population d'Europe. En 1340, il y a eu une grande peste. 1550, non, ou alors il y a peut-être eu une peste, mais elle n'a pas été de telle nature qu'elle touche tout le royaume de France. En général, la peste arrivait par les ports. Je vois celle de 1349 arriver par le port de Marseille. Oui, il y en a eu plusieurs. Même au début du XVIIIe siècle, on a encore eu une peste qui est arrivée par Marseille, d'ailleurs. En général, c'était les ports. Oui, le panier, oui. Les léproserie, oui. Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Bon, je n'ai pas trouvé de lien avec cette peste-là, mais c'est vrai que la peste a épisodiquement frappé le royaume de France, mais la plus importante est en 1349, puisque 40% de la population du royaume de France et de l'Europe a été décimée. Voilà, si vous avez d'autres questions. Oui. Vous faites état de la découverte d'une imprimerie à Maguelone dans les années justement 50. Oui, effectivement. C'est très étonnant parce que ça donne effectivement un caractère humaniste à cet évêque. Bon, on ne sait rien de ce qui a été imprimé effectivement sur ces presses. Il en reste rigoureusement donc un vestige. Les premiers vestiges de l'imprimerie à Montpellier, c'est 1594, c'est très loin, avec peut-être des imprimeurs itinérants, mais une imprimerie épiscopale, c'est... Alors voilà, il y avait une imprimerie, et Guillaume Pélissier a pu prouver qu'il ne s'était pas servi de cette imprimerie à des fins de complaisance envers l'hérésie, mais bien au contraire, il a fait imprimer 150 missels qu'il a distribués dans les paroisses. Deuxième chose, il explique l'utilisation de cette imprimerie par le fait que François Ier, quand il était son représentant à Venise, lui avait demandé à plusieurs reprises des ouvrages de qualité qu'il avait dû faire venir de l'étranger et qu'il avait fait traduire et recopier
et dont il avait gardé un exemplaire. Donc il y avait un exemplaire dans la bibliothèque du roi et un exemplaire pour lui. C'est ce qui expliquait qu'il avait cette imprimerie. Et d'ailleurs, dans mon roman, je l'indique, une des raisons de l'accusation, c'était cette imprimerie, puisque on disait que l'imprimerie, c'était le moyen par lequel les protestants gagnaient d'autres personnes à leur cause. Parce que ça permettait de renéotyper, je ne pense pas qu'on employait ce terme à l'époque, mais de rendre accessible, lisible et en grande quantité des professions de foi ou des reproches faits à la vie de débauche que menaient les religieux de l'Église catholique. Voilà. Oui ? Cette imprimerie qu'utilisait Guillaume Pélissier, est-ce qu'il l'utilisait pour, en français ou en latin comme autrefois? Alors, je pense qu'elle était utilisée en latin, puisque ce n'est qu'à partir, quelques années auparavant, à partir de François Pommier, qu'il a rendu obligatoire, dans tous les actes rédigés par les notaires, l'utilisation du français. Oui. Mais les actes les livres qu'avait rédigés ou fait rédiger Guillaume Pélissier datent d'une époque antérieure. Donc voilà. Donc en fait, on sait qu'il y avait des livres en grec, on sait qu'il y avait des livres en araméen, puisque l'accusation s'en est servie, alors qu'on n'était pas capable de les traduire. Dans le roman, je l'explique. Le commissaire royal, il a peut-être un juriste, mais il ne connaissait pas l'araméen, il ne connaissait pas l'hébreu. Et donc, il s'est servi de ces livres en pensant que c'était des preuves de la collusion de Guillaume Pélissier avec l'Église réformée. Et puis, en fait, ce n'était pas vrai. Mais il fallait d'abord le traduire. Ils n'en étaient pas capables. Voilà. Bien, mais écoutez, je vous remercie.